Ditta, dimita. Ditta, dimita. Tak junuta. Tak junutei. Ditta, dimita. Tak junuta. Tagata. Tagatei. Le tête-à-tête, Frédéric Tadei. Perico Légas. Tagadimi, takajunu, tagadimi, takajunu, tagadimi, takajunu, tagadimi, takajunu. Tadimi, tajunu, tadimi, tajunu, tadimi, tajunu, tadimi, tajunu, tadimi, tajunu. Il est journaliste, il est critique gastronomique, il célèbre les produits du terroir à partir desquels est élaborée une cuisine régionale, bourgeoise, traditionnelle que d'autres qualifient de franchouillarde ou de réactionnaire. Aujourd'hui, il publie chez François Bourin un dictionnaire impertinent de la gastronomie qui ne va pas lui valoir que des amis. Bonjour Perico Légas. Bonjour Frédéric Tadei. D'où vient ce prénom Perico ? Perico est une façon de dire Pierre en basque. En fait, en absolu, c'est un diminutif, ça veut dire petit Pierre, donc Pierrot. Et c'est la façon dont au Pays Basque, on s'exprime pour apporter un peu d'affection à ce terme. Et c'est devenu mon prénom. Votre père, Marc Légas, était un célèbre autonomiste basque. Indépendantiste même. Indépendantiste, Je dis oui. même nationaliste, parce qu'il peut y avoir un nationalisme à visage humain. Je sais si ce vocable est très décrié. Et il s'est battu toute sa vie. C'est un bourgeois parisien d'origine basque. Et il était écrivain. Et il a dédié toute sa vie à la souveraineté du peuple basque. Et qu'est-ce qui vous en est resté à vous, Perico Légas ? Si aujourd'hui vous célébrez les produits du terroir, c'est un rapport avec votre père qui lui-même célébrait une certaine authenticité. Il m'en est tout resté. Je me sens plus basque que français. Et mon père a fait la guerre de 40. Mon oncle est mort en Italie dans l'armée du général Juin pour la libération de Rome. Mon père s'est battu. Et il me disait, la France est une grande puissance qui nous occupe, qui empêche, qui interdit au peuple basque d'exister en tant que tel. Le débat est toujours ouvert dans l'État espagnol et il y a une grande autonomie. Donc c'est une actualité politique encore forte. Mais même si la France peut être à un moment donné considérée comme une ennemie, c'est une grande démocratie et lorsqu'elle est attaquée par des gens qui sont aussi nos ennemis, eh bien nous donnons notre vie pour la France. Et je me suis dit, cette période de la guerre, je ne pouvais pas m'engager ni dans la résistance, mais il y avait une résistance dans laquelle je pouvais m'engager, qui était la sauvegarde de ce précieux patrimoine agricole, alimentaire, gastronomique, dont j'estimais que les Français n'avaient pas pris conscience. Ils ont pris conscience de sa valeur, pas de sa précarité. Et je me suis dit, dans la suite de mes ancêtres et de mon père, je vais me battre aux côtés des Français pour préserver ce formidable patrimoine contre la mondialisation, contre l'américanisation, qui porte atteinte à cette identité nationale à laquelle je tiens beaucoup, et qui n'est pas l'identité nationale du sang, qui est l'identité nationale du sol, puisque le terroir, c'est la terre. Mais en même temps, c'est justement cette identité nationale française que vous essayez de sauver en permanence. Et pourtant, les Français, alors la France, les Français, c'était l'ennemi. Oui, mais on a droit d'être humaniste et internationaliste. Et je me dis... Alors, j'ai eu des amis qui sont rentrés dans les ordres. J'ai été formé par les jésuites. Et j'en ai qui sont rentrés dans les ordres, qui sont devenus prêtres, en disant, le calcul un petit peu primaire, je vais donner ma vie à Dieu. Est-ce que Dieu rendra au Pays Basque cette liberté que je lui donne, moi ? Et je me suis dit... Est-ce qu'un jour les Français diront Perico Légas est venu sauver le Camembert et le Beaujolais ? On pourrait peut-être un jour rendre la monnaie et donner quelques droits aux Basques. Je plaisante un peu, mais non, c'est un peu ça. C'est de dire, nous avons des patrimoines communs, nous sommes européens. Les Basques sont les plus anciens habitants du continent européen. Donc moi j'ai accueilli les Français, on a accueilli les Français, les Indo-Européens, les Latins, les Slaves. On s'est poussés sur ce territoire, donc on habite tous ensemble. Nous défendons des valeurs civilisationnelles en commun, même si on a une langue très ancienne. On est européen. On est menacé aujourd'hui parce que l'essor et l'évolution de l'humanité, la mondialisation est une chose formidable, sauf quand elle ne l'est pas et quand elle essaie de porter atteinte à des cultures, à des spécificités, à des originalités.
des originalités qui sont patrimoine de l'humanité. Le camembert appartient à l'humanité, il n'appartient plus aux Français. Donc touche pas à mon camembert parce qu'il appartient aux hommes. Perico Légas, vous ne défendez pas que le camembert, hein, on va s'en rendre compte tout au long de cette émission. C'est un symbole. Mais on pourrait se dire aussi qu'on est dans une époque pourtant où ça pourrait aller bien. Si l'on regarde bien, on n'a jamais aussi bien mangé en France qu'à notre époque, en tout cas d'un point de vue hygiénique, on va dire, ou diététique. On trouve de tout et en toute saison. Nos grands cuisiniers sont fêtés à l'égal des grands artistes. On n'a jamais autant fêté le goût, la gastronomie. Le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le salon de l'agriculture bat son plein. Enfin, à chaque fois, il y a du monde. On n'arrive plus à circuler pour ceux qui habitent dans ce quartier-là à Paris. Le pain, il y en a désormais de toutes sortes. Enfin, tout va bien, quoi. Qu'est-ce qui vous déplaît à ce point? C'est un immense paradoxe parce que vous avez fait l'inventaire, effectivement, de ce qui semble aller bien et nous sommes dans la confrontation civilisationnelle de l'être et du paraître. En apparence, ça va bien. Sur le fait qu'on n'ait jamais aussi bien mangé sur le plan sanitaire et hygiénique, c'est évident. À tel point que pour que la nourriture soit saine, on s'est mis à introduire beaucoup de molécules. On va y revenir, c'est le problème. Ensuite, on n'a jamais aussi bien mangé. Jamais, j'allais dire, le peuple français n'a été aussi inculte sur le plan alimentaire et sur le plan gastronomique. Alors, on a la sensation, effectivement, qu'on peut manger de tout le temps, qu'il y a une ouverture, une évolution culinaire, mais dans une déperdition culturelle absolue. Ça suit un petit peu cette déperdition qu'on trouve dans l'éducation, qu'on peut trouver éventuellement dans certains secteurs de la culture, où on dit qu'il y a un appauvrissement indéniable. C'est pas un appauvrissement sur le plan alimentaire, c'est un effondrement, Frédéric Tadei, pour la simple raison que la France, qui est la grande puissance gastronomique, cette grande nation culinaire, est également celle où la grande distribution s'est installée de façon absolument dominante et majoritaire par rapport à d'autres pays européens que sont l'Espagne et l'Italie, qui n'ont pas été confrontés à ce problème. Et aujourd'hui, 90 à 95% de nos compatriotes, de la population française, et des gens qui habitent en France, se nourrissent sur un système simple. L'industrie agroalimentaire industrialise nos campagnes. Notre paysannerie est en train de mourir. Donc, on crée de la malbouffe à partir des terroirs et l'agriculture est en train de devenir une usine. La publicité télévisée, notamment, en vertu de la fameuse phrase de Patrick Lelay, « Je mets du temps de cerveau de mon téléspectateur à disposition de la marque ». Il avait dit Coca-Cola, on peut décliner sur toutes les marques. Donc, propagande de la malbouffe faite par la grande alimentaire. Et le troisième acteur arrive, la grande distribution. « Mes petits, je vais tout vous mettre dans le chariot. Vous n'avez même pas réfléchi, on va même mettre un petit sticker en disant « Vu à la télé ». Vous n'avez même pas à lire la marque. Donc, on a aujourd'hui une population française qui bouffe de la malbouffe, prescrite par la publicité télévisée, et qu'elle trouve directement dans les rayons de la grande distribution. Mais Perico Légas, c'est un cauchemar. Vous parlez de la télévision, mais jamais les émissions culinaires, on va dire, n'ont fait autant d'audience, à l'égal des émissions de variété. Top Chef, Master Chef, vous-même, vous animez Tocs et Politiques sur la chaîne parlementaire. Il n'y en a jamais eu autant, et il n'y a jamais eu autant de gens pour les regarder. Alors on pourrait se dire, j'aimerais vous entendre dire que grâce à ces émissions, tout va changer. Est-ce que c'est de la cuisine et de la gastronomie, ces émissions Top Chef et Master Chef, qui télévisuellement sont merveilleusement faites? La mise en scène, la technique, les intervenants, les cuisiniers qui sont là sont des gens de talent, on voit les produits, mais c'est l'anti-gastronomie. Ce sont des plats qui sont irréalisables à la maison. Il n'y a pas un soupçon de pédagogie, il n'y a pas une seule info. Moi, je suis un nostalgique de Raymond Oliver et de Maïté qui mettaient le feu au studio en coupant la tête au canard. Mais il y avait un apprentissage de la cuisine. Là, on est dans du spectacle pur. On est dans un reality show. C'est le Koh-Lanta du ragoût, j'appelle ça comme ça. Alors, on en met plein les yeux. Les gens sont rivés. Vous avez vu les audiences qui sont absolument phénoménales. Et on sort de là traumatisé. Non, la cuisine, ce n'est pas la peur, la crainte. On dirait les jeux du cirque avec on baisse le pouce. Toi, je vais te tuer. Toi, on va te donner un coup de couteau. T'as perdu. Va-t'en. T'es nul. Mais comment ça? T'as pas honte d'avoir mis de la crème et vous pensez que je vais manger ça? Et on sort de là traumatisé avec des jeunes gens. Alors, Top Chef, c'est en plus on juge des cuisiniers qui jugent des cuisiniers. On a envie de demander aux 4 juges, et si moi je te mets devant un plus grand cuisinier de toi, est-ce que tu apprécierais? À la rigueur, c'est le Master Chef où on a des particuliers qui viennent faire la cuisine et qui ont une vocation, mais c'est quand même terriblement, on sort éprouvé de ces émissions. Or, la gastronomie et la cuisine, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est le bonheur. C'est pas vraiment la sensation que ces émissions me donnent. La question qu'on se pose, et ça fait longtemps qu'on se la pose, Perico Légas, puisque vous militez pour une agriculture biologique, bien entendu, ce qu'elle était avant d'ailleurs. Propre et saine, on va dire.
allez. Avant la mécanisation, Mais Félimo Bio, mais voilà, on est d'accord. toute Elle était l'agriculture comme était ça. biologique. C'était la norme. Mais est-ce que vous savez bien aussi qu'après la guerre, il a fallu donner à manger à tout le monde? Et ça a été ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs l'INRA à cette époque-là. Et la question qu'on se pose toujours, c'est pourrait-on donner à manger à tout le monde avec uniquement de l'agriculture biologique? Vous le pensez, vous? On est en train de le calculer. L'ancien président de la FAO avait estimé que si on remettait en culture 33% des terres en friche dans le monde, on nourrissait l'humanité uniquement avec des produits bio. Alors, il faut être très sérieux et très concret. Il y a des endroits et il y a des périodes où on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'exploite pas les possibilités et les capacités agricoles de notre pays à produire propre et sain dans le biologique. Je prends l'exemple d'un producteur de carottes et de poireaux dans le Cotentin, dans le département de la Manche, qui s'appelle Thierry de Pierrepont, et qui fournit 25% de tous les légumes de Carrefour. Donc ça veut dire que ce sont des quantités immenses. Cet homme, il a 115 hectares, son voisin en a 4. Il a 40 salariés, son voisin en a 4. Ils produisent le même nombre de légumes. Il s'en sort très bien financièrement. Il paye ses employés. Du coup, il redonne une vie locale aux villages et aux agglomérations qui sont autour. Il remet les campagnes en valeur et économiquement, ça marche très bien. Et Thierry de Pierrepont attend que le ministre de l'Agriculture aille le voir pour lui dire « Monsieur le ministre, on va prendre la carte de France. Je vais vous expliquer avec l'association à laquelle il appartient où est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut reproduire mon schéma, où est-ce qu'on peut pas le reproduire. » Ce qui est évident, c'est que la FNSEA n'a pas poussé à ça. Comme vous l'avez dit, Frédéric, après la guerre, le général de Gaulle et les gouvernements de la Libération ont dit voilà, il y a une population à nourrir, pas beaucoup de moyens. Est-ce qu'on peut inventer un système où, au lieu de produire 10 sur une surface 1000, on peut produire 1000 sur une surface 10 et on est rentré dans une logique de rentabilité. Sauf que cette rentabilité est devenue une rentabilité financière et qu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle génère du profit pour le profit. Et ça, ce n'est pas la vocation d'une agriculture. Perico Légas, quand on lit votre dictionnaire impertinent de la gastronomie, on a véritablement l'impression qu'on est cerné par la malbouffe. Et pas seulement là où on croit qu'elle est, parce qu'on a l'habitude de toujours désigner les mêmes marques pour nous dire, voilà, la malbouffe, c'est ça. Vous nous montrez à quel point elle est partout. Alors vous en attribuez la responsabilité, évidemment, au productivisme, au fait qu'on a le palais aseptisé. On ne se rend même plus compte qu'on mange mal. C'était l'ignorance dont vous parliez tout à l'heure. À l'hygiénisme, il y a une arme absolue au service de la malbouffe, dites-vous, c'est le sucre. Le sucre terrible, qui est là, évidemment. On a l'impression véritablement que cette guerre est perdue d'avance, si tant est qu'on a envie de la mener, cette guerre-là, d'ailleurs. Alors, mais vous qui la menez, n'avez-vous pas le sentiment qu'elle est perdue? Vous soulevez un problème extrêmement douloureux. Pourra-t-on sauver tout le monde? La logique est la suivante. Est-ce qu'on peut déjà sauver la part de patrimoine agricole alimentaire, j'allais dire identitaire, que nous avons, qui est respectable, et est-ce qu'on peut préserver la partie de la population qui en est consciente et qui se nourrit bien? J'ai plutôt l'impression, dans le chiffre que je viens de donner tout à l'heure, 90-95% de la population, il y a quand même des progrès. Chaque jour, il y a des gens qui renoncent à aller en grande distribution pour tout acheter en grande distribution, ne prennent que des produits comme moi, je vais aussi en grande distribution. Par contre, pour ce qui est du produit frais, du produit avec du goût, du produit de saison, on va vers le commerce de proximité, le marché ou le petit producteur. Il y a indéniablement un progrès. En même temps, on est dans une situation, une configuration géoéconomique qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la précarité, auxquels on a dit l'alimentation, c'est pas important. Donc négligez-la en termes financiers, en termes de moyens consacrés et en termes de temps. Donc oui, on est cerné par un ennemi très puissant. On a une déculturisation alimentaire et gustative qui fait que les gens n'ont pas conscience que la façon de se nourrir tous les jours, ça conditionne la société, ça conditionne l'univers dans lequel on est, ça conditionne la façon de vivre. Et évidemment, ces gens-là sont tout de suite tentés d'aller vers les produits pas chers. Et puis, il y a cette introduction, j'allais dire ce génome satanique qui est le sucre, c'est-à-dire édulcoration générale de toute alimentation. Ça, c'est le poison américain. Et le sucre, vous lui reprochez quoi? Alors évidemment, on le dit, ça, à la force, ça rend obèse. Mais c'est aussi qu'on est resté au stade sucré, un peu comme on reste au stade anal. C'est-à-dire le sucre, c'est évidemment le premier goût, dit-on. C'est quoi? Voilà, c'est dans les 4 saveurs. Vous qui êtes un intellectuel émancipé, si on le comparait au processus de lecture d'un être humain, le sucre, c'est la bande dessinée. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bandes dessinées merveilleuses. Ensuite, on passe au salé. Et nous-mêmes, quand nous avons été enfants, nous avons évidemment une
prédilection pour le sucre, on évolue vers le salé. Ensuite arrive l'acide, saveur un peu plus subtile, et on finit par cette saveur rébarbative qui est la mer. Voilà l'évolution sensorielle d'un être humain. Vous avez une évolution culturelle et intellectuelle, et l'être humain, plus il grandit, plus il s'élève, c'est ça s'élever, plus il va vers des saveurs complexes. Si on met du sucre dans la totalité, car l'agroalimentaire, ce que vous ne savez pas, vous savez, ce sont ces images subliminales qu'on a dans les programmes politiques, il y a du sucre partout, y compris dans les plats salés. Donc il y a une addiction au sucre. Et nous avons une société qui est sucrée, qui est édulcorée, qui est la société américaine. Alors il y a le phénomène physique visible, c'est l'obésité des grosses personnes, et on a surtout une addiction au sucre qui fait qu'on n'a plus du tout la capacité de discernement de la qualité, de faire de synthèse sensorielle entre un aliment et un autre, parce qu'on est toujours régi par le sucre, dans les boissons sucrées, dans les desserts. C'est un abêtissement, c'est un abrutissement sensoriel. Et les sociétés très 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 sucrées sont des sociétés, vous voyez où en est la société américaine, avec des petites élites qui font des choses formidables et une grande masse qui est quand même dans une ignorance totale. Nous ne voulons pas, nous Français, ressembler à ça. La société américaine, c'est aussi une société dans laquelle les gens mangent seuls, dans du carton. C'est tout à fait, ça n'a rien à voir avec nous. Tout est prêt en France. Quel est le drame? En fait, le vrai drame sociologique de ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est la déstructuration du repas familial. Alors, je ne suis pas pour un retour au patriarcat ou au matriarcat, mais longtemps, la société française s'est nourrie avec les 3 repas de la journée, petit déjeuner, déjeuner, dîner. En tout cas, un des 3, aujourd'hui, celui du déjeuner est structurellement impossible puisque chacun est sur son lieu de travail. Mais en tout cas, on avait le repas du soir, le repas familial, qui est un forum social autour duquel, de la table, les générations échangeaient. Qu'est-ce que tu as fait dans la journée? On transmettait. Quelquefois, il y avait même 3 générations, il y avait encore des grands-parents. Ça ne sert même qu'à ça, dites-vous d'ailleurs, puisque en fait, on n'en a pas besoin biologiquement. Biologiquement, le dîner est le repas des 3 le plus inutile. Hein. Parce qu'on va dormir. Le plein, on le fait le matin, et c'est pour ça que les anglo-saxons ont cet avantage d'avoir un petit déjeuner extrêmement consistant, un déjeuner un peu plus léger, on pourrait se passer de dîner. Il n'empêche qu'au moment du dîner, la famille se retrouve, et c'est là où on échange. Dans la mesure où l'agroalimentaire a inventé, et là aussi, elle est satanique, elle est géniale, l'agroalimentaire, le packaging individuel, vous savez, aujourd'hui, on mange seul, qui devant, évidemment... Et Patrick Lelay est toujours là. C'est pour mettre du temps de cerveau à disposition. Qui devant son ordinateur, qui devant son journal. Pauvre Patrick Lelay, s'il nous écoute, il n'est pas le responsable de tout. Il a la phrase fondatrice du XXIe siècle. Et j'espère qu'on s'en sortira parce que je pense que l'humanité sera engloutie dans cette formulation. Mettre du temps de cerveau à disposition de quelque chose. Vous le savez très bien, Frédéric, c'est vrai au niveau culturel, c'est vrai au niveau politique. On met du temps de cerveau à disposition de quelque chose. Il faut s'émanciper de cette logique. Et le repas familial est important. Un des membres de la famille, aujourd'hui à la parité, c'est pas forcément maman, ça peut être papa ou le frère aîné. On refait la cuisine, ça veut dire qu'on va refaire des courses, ça veut dire qu'on va revoir un commerçant, ça veut dire qu'on reparle du produit, ça veut dire qu'on se réapproprie un environnement, qu'on se réapproprie une culture, une agriculture. On prépare par amour sociologiquement pour partager un repas et on commence le repas en discutant qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait. Et on réintroduit la civilisation dans la famille au lieu de bouffer bêtement des sandwichs, des packaging sucrés qui font de nous finalement des amateurs de bande dessinée sociologique. Mais Perico Légas, même une fois qu'on vous a lu, on se dit que même si tout le monde se mettait à refaire ça demain, allez, tout le monde vous écoute, tout le monde fait ça, je dirais que même là, ce serait pas gagné. Le portrait que vous faites de l'agriculture française aujourd'hui, dont nous sommes si fiers, est tellement tragique, on va s'en apercevoir au cours de cette émission, mais on a l'impression que tout est gangréné. Les lycées hôteliers, par exemple, dites-vous, on n'y apprend plus le solfège de la cuisine, les bases, on ne les apprend plus. Non, on n'apprend plus non plus à découper un plat en salle. On n'apprend plus le métier de serveur comme on l'apprenait autrefois. Donc, est-ce que ça n'est pas perdu d'avance encore? C'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner mon peuple. Je laisse les Basques se débrouiller seuls pour reconstruire leur destin ou le construire. Et je suis venu donner ma vie, parce que vraiment, c'est une vie de tous les jours. Et c'est christique. C'est christique, mais quel bonheur en même temps de se battre pour le camembert et le Beaujolais et tous les produits, et l'andouillette de Troyes et cette merveille. Tout, on va le voir, la volaille de basse-cour, le poisson, la viande, tout est menacé. Et j'ai l'impression, y compris dans ma propre profession de journaliste gastronomique, nul n'est prophète en son royaume, quelquefois j'ai l'impression d'être la petite fille dans Le Roi élu en disant mais les enfants c'est en train de foutre le camp, tout est en train de disparaître, ça passe sous le compresseur. Alors justement, comme il y a des vitrines très bien faites, on se dit mais non, regarde, il n'y a jamais eu autant de bons produits, il y a des émissions, c'est faux, tout ça est en train de mourir. Pourquoi? La cuisine française, elle n'est pas le résultat d'un génie intellectuel français qu'il y aurait dans cette race, dans cette biologie française. On produit des grands cuisiniers, c'est une spécificité française. C'est faux. La gastronomie française, la cuisine française s'inscrit dans ce patrimoine agricole qui est la résultante d'un formidable positionnement de ce pays sur la planète, dans une géoclimatologie très équilibrée, avec des paysages formidables
qu'il faut aussi défendre parce qu'un paysage donne un goût, une répartition entre les climats, les sols, qui fait qu'on a un trésor alimentaire, trésor agricole, donc trésor alimentaire, entretenu depuis des siècles par des hommes et des femmes, les paysans, qui sont ces résistants du goût, qui sont ces porteurs de patrimoine, mis en scène par l'Église. Vous voyez, le concept judéo-chrétien de notre civilisation, c'est Cluny qui invente le vin de France. Les appellations d'origine et terroir, c'est Cluny. Ce sont les moines qui, partout, prennent le temps d'expérimenter pourquoi est-ce qu'on plante telle variété de légumes, telle variété de raisins, tel type de vache ou de lapin à tel endroit. Parce que les moines, pendant des siècles, empiriquement, ont posé là, planté là, et puis 20 ans après, non, finalement, cette variété, elle n'est pas bien dans ce terroir-là, il faut la mettre à 4 km, cette vache, elle est moins heureuse que telle autre. On a une expérimentation empirique du monachisme français, transmise aux paysans, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine culturel, agricole absolument prodigieux. Alors là, je dois dire, moi qui déteste dire qu'on est les meilleurs, les Français, je dis qu'on est différents. Là, on a une supériorité quantitative absolument indéniable, chronologique, quantitative. C'est un des plus beaux trésors de l'humanité. Voilà. Si vraiment, sur la Terre, il y avait quelque chose, on classe à l'UNESCO, Machu Picchu, Venise, eh bien, les aliments français, nos fromages, nos légumes, sont des Machu Picchu, sont des Venise, sont des Taj Mahal, alimentaires et culturels, et ils sont en train de disparaître. On ferme une exploitation agricole toutes les 2 heures et on a 400 paysans qui se suicident tous les ans. J'aimerais que les pouvoirs publics, qu'est-ce que j'aurais aimé que cette campagne de 2012, je vois souvent le ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Fon, qui est un bon ministre de l'Agriculture, qui est conscient des problèmes. Est-ce qu'un jour, dans une campagne électorale, on aura un candidat qui, dans son programme, dira voilà, le combat alimentaire, le combat agricole est aussi important que le combat de l'emploi et que le combat de l'éducation nationale. Tadim ta, taka tadim ta, taka diku tadim ta, taku diku ta, tadim ta, taka tadim ta, taka diku tadim ta, taku diku ta. Vous écoutez le tête-à-tête de Frédéric Tadei. Dinaku dinaku ta. Perico Légas, si l'on parcourt votre dictionnaire impertinent de la gastronomie, on s'aperçoit que les marchés périclites, les marchés couverts, mais pas seulement les marchés couverts, les marchés de quartier, ça a tendance à disparaître. Les auberges elles-mêmes disparaissent, les brasseries disparaissent. On confond aujourd'hui, nous les Français, qui sommes si évolués et si cultivés dans ce domaine, normalement, on confond le fabriqué et le préparé. Le fabriqué, je le rappelle, c'est forcément industriel. Une machine. C'est une machine. On ne s'aperçoit pas que dans nombre de restaurants dans lesquels nous mangeons, en fait, ils nous revendent des plats fabriqués, industriellement, donc à l'extérieur. Les abats disparaissent des menus. Le cœur, les rognons, l'onglet, la hampe, le civet a disparu des menus. Vous avez épluché le dictionnaire, Frédéric. Non mais et j'en étais atterré. En vous lisant, je me disais mais ça peut pas être à ce point. Moi à la limite, je ne suis pas un gastronome, je fais partie de ces gens qui disent c'est délicieux. Vous les dénoncez Vous ces gens-là. appréciez les bonnes choses. Vous dites ceux qui disent c'est délicieux, généralement c'est qu'ils n'y comprennent rien. Je n'y comprends vraisemblablement rien. Mais j'avais l'impression qu'on pouvait encore trouver tout ça et non pas du tout. Vous me dites que quand je vois des moutons dans un champ, en fait, ce ne sont pas des moutons. Et quand je demande un steak de bœuf, un onglet de bœuf, une côte de bœuf, en réalité je mange de la vache. Voilà. Donc je suis totalement ignorant, mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. C'est un vrai problème. C'est pour ça que, outre mes combats territoriaux et régionaux pour défendre des produits spécifiques, quand je vois des paysans ou des producteurs qui sont en train de disparaître et les produits qu'ils cultivent avec, le premier combat, et je me souviens quand Michel Rocard avait dit « il faudra qu'un jour le Premier ministre soit le ministre de l'Éducation nationale », ils sont tous d'accord, personne ne passe à l'acte. Hein. Souvent, il est Premier ministre, il est ministre des Finances, parce que les sous, c'est très important. Et Rocard avait dit... Et moi, effectivement, mon problème d'éducation nationale, et c'est quelque chose qui me touche personnellement, il faut réapprendre à goûter. Et si on réapprend à goûter, si on réintroduit comme l'instruction civique, est-ce qu'on peut apprendre à vivre ensemble? Est-ce que notre jeunesse peut apprendre comment fonctionnent les institutions? Aujourd'hui, la plupart des adolescents ne savent même pas qui est Premier ministre, qui est l'Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil constitutionnel. Réapproprions-nous les institutions et la vie politique nationale. Réapproprions-nous la façon de savoir déguster et manger. Auquel cas, le terrible inventaire que vous venez de faire sera en partie résolu si les générations qui arrivent se réapproprient cette connaissance. Mais vous pensez, Perico Légas, il fut un temps où tout le monde savait? Oui, puisque... Est-ce que ça dépasse ces âges d'or dont on rêve? Non. Autrefois, on n'en savait pas non, plus, et non. plutôt moins sur l'instruction civique qu'aujourd'hui, par exemple, parce que tout simplement, il y avait moins de gens qui allaient à l'école. Les gens bouffaient, passez-moi l'expression, beaucoup de merde.
parce que c'était une nourriture souvent qui était fatiguée, avariée. Il n'y avait pas le frigo, il n'y avait pas ces moyens de réfrigération, il n'y avait pas le voyage et le transport des nourritures. Mais il y avait le repas familial où, en tout cas, on savait ce qu'on mangeait. Je veux dire, n'importe quel adolescent, n'importe quel petit enfant des années 30, des années 50, des années 60, savait reconnaître un beefsteak, il y avait une escalope, il y avait une côte de porc, maman faisait de la compote, on savait ce qu'était un soufflé, ce qu'était une tarte ou une quiche, c'était des choses simples. Mais on avait le sens du goût, on connaissait et on faisait la différence entre la pomme et la banane. Aujourd'hui, quand j'interroge, et je passe beaucoup de temps à interroger des adolescents, des lycéens, 17, 16, 15, je leur demande ce qu'ils mangent, 95%, ça correspond aux statistiques que je vous ai données tout à l'heure, me citent des marques. Ils ont mangé du Nutella, ils ont mangé un Igloo, ils ont mangé un Picard, ils ont bu un... Bon, je suis désolé de donner des marques sur le service public, mais ils me donnent des marques. Et quand je leur demande, l'autre jour c'était le comble, j'étais à Poitiers, et je dis mais c'était quoi l'Igloo? Et c'était deux frères qui étaient de la même famille. Ils disaient c'était du veau, non c'était du poisson. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même plus si c'était du veau ou du poisson. Vous vous rendez compte où on en est? Ce sont ces gens-là qui demain seront les clients des restaurants. Ce sont ces gens-là qui demain seront les clients des marchés. Mais à la différence, Perico Légas, on pourrait vous dire, oui, mais aujourd'hui, par exemple, ils mangent de la pizza, ce qui n'était pas le cas dans les années 30. Les enfants français ne connaissaient pas la pizza. Non. Aujourd'hui, ils mangent du chili con carne, du couscous. Voilà. Alors ça, c'est une ouverture formidable. Il y a de merveilleuses pizzas, il y a de merveilleux couscous, et ça fait partie de notre patrimoine gastronomique. Je ne veux surtout pas passer pour un chauvin. La cuisine française est une accumulation stratifiée de cultures alimentaires et sensorielles qui sont venues du monde entier, que l'on a pris le temps d'intégrer. C'est tout le problème. Nous accueillons la misère du monde autant que nous pouvons le faire, à condition qu'on puisse l'intégrer et lui accorder un statut décent et des conditions de vie décentes. Donc quand on a un produit qui arrive d'Extrême-Orient ou d'Amérique, c'est arrivé depuis 3 siècles en France. Le cassoulet est un descendant du couscous, et le cassoulet lui-même est fait avec un produit qui est américain, qui est le haricot. Et aujourd'hui, c'est l'emblème de la gastronomie française, parce que nous avons pris le temps de l'accommoder et de le préparer de notre façon. Donc effectivement, il y a une ouverture. La mondialisation est très bonne. Elle ouvre les esprits, elle ouvre les papilles, elle permet une évolution, à condition que l'on ait conscience de ce qu'on mange. Et aujourd'hui, les restaurateurs, leur grand drame, en dehors du problème de la TVA et des problèmes de charge, parce que c'est aussi un métier dont on veut parler, c'est quand même un des derniers métiers un peu pénibles qu'on a, ce qui les effondre le plus, et les commerçants de quartier qui vendent des bons fromages, c'est l'ignorance du public. C'est-à-dire qu'ils disent nous donnons du mal pour aller détecter des producteurs, chercher des bons produits, se donner pour avoir un poisson, un turbo, de la marée. Je parle des restaurants évidemment d'un certain niveau, d'avoir un type de volaille, d'avoir des légumes, et une immense majorité de la population, les jeunes qui viennent avec gourmandise et curiosité, ne savent même pas ce qu'ils mangent. Ils ne peuvent pas apprécier les efforts que nous faisons pour leur donner des nourritures formidables parce qu'ils n'en ont pas la connaissance, ils n'en ont pas la culture. Alors parlons justement, puisque la viande, c'est au cœur de la gastronomie française. Je vous le disais, enfin, je ne faisais que répéter vos dires, Perico Légas. Quand on mange un steak de bœuf, en fait, c'est de la vache. Alors expliquez-nous ça, parce que ça semble un mystère. Eh bien... Jusqu'à une certaine époque, les travaux des champs et les grands travaux agricoles se faisaient avec ce moyen de traction qui était le bœuf. Donc il y avait des bœufs partout. Et le bœuf, en fin de carrière, on n'avait pas les moyens de... Aujourd'hui, on jette quand un animal... on reviendra sur les animaux de batterie et ce qu'ils deviennent. Quand le bœuf avait fini sa carrière de bœuf, eh bien, il partait en pot-au-feu, il partait en bœuf en daube. Alors, on ne pouvait pas en faire un beefsteak parce que c'était un peu dur. Au fin de sa carrière, il avait du muscle, mais c'était des morceaux de longue cuisson. Longue cuisson, Frédéric, ça veut dire que maman était à la maison en train de faire un plat cuisiné qui demandait du temps. Il fallait pour cela que la femme soit au foyer. Je me réjouis qu'elle n'y soit plus si elle s'est émancipée. Du coup, la viande à cuire n'a plus de vocation puisqu'on n'a pas le temps de la cuisiner. Le bœuf ayant disparu, il a quand même fallu continuer à manger de la viande bovine. On mange de plus en plus de viande. La civilisation moderne industrielle, et c'est aussi un drame d'avoir délaissé la consommation de légumes, on est, comme aux États-Unis, le hamburger, on mange de la viande, on mange de la vache, et cette vache, évidemment, elle est tuée très jeune, car s'il n'y a plus de bœuf, une vache qui a été maman 3 fois, qui a fait des veaux qu'on appelle une vache de réforme, le fait qu'elle ait fait son veau et qu'elle l'ait allaité, elle a, j'allais dire, introduit dans son organisme un taux de matière grasse en allaitant qui fait que sa viande est persillée. Et donc une vache, un steak, une côte de veau de vache, de vieille vache, est délicieux à condition qu'elle ait eu le temps. Aujourd'hui, 95% de la viande que nous mangeons, c'est de la génisse. C'est-à-dire une vache qui n'a pas fait de veau, qui n'est même pas destinée à être laitière, elle est destinée à devenir de la viande. Et ce sont ces viandes que l'on a dans les boucheries françaises aujourd'hui, qui sont dures, qui n'ont pas de goût, parce qu'on n'a pas laissé assez de temps. La maturation aussi, c'est un problème. Le boucher, quand il achète de la viande, il faut qu'il la vende tout de suite, parce que s'il attend trop longtemps, elle perd de l'eau, ce qu'on appelle le réessuyage, donc il perd de l'argent. Oui, parce qu'il l'a acheté au poids, il la revend au poids. Donc comme il n'a pas, évidemment, il ne peut pas augmenter au fur et à mesure. Normalement, il devrait attendre à peu près 40 jours. 40 jours. La maturation, c'est ça. Autrefois, dans nos bouchers français du temps du général
général de Gaulle, de René Coty ou même de Léon Blum, un boucher vous servait une viande mûre. D'ailleurs, les boucheries n'avaient pas le spectacle qui est en vitrine. Et quand vous arriviez chez le boucher, on demandait qu'est-ce que vous avez de bien. Qu'est-ce que vous avez de bien, ça veut dire qu'est-ce que vous avez de mûr. Il disait aujourd'hui, voilà, j'ai du filet. Oui, parce qu'il le disait parce que c'était dans la chambre froide. C'était dans la chambre froide et c'était de la viande persillée, puisque il y avait... Expliquez ce que c'est que persillé, parce qu'on voit Là, qu'il y a du persil. En fait, alors ça n'est pas du tout ça. le persillage, oui, c'est un peu l'image de ces filandres du persil. Le persillage, c'est le gras qui est dans la viande, on l'a souvent dans des jambons espagnols. Ce sont ces petits filets de gras qui sont dans la viande de bœuf et aujourd'hui la viande de vache. Et c'est important pour des raisons physiologiques simples, c'est que c'est le gras qui véhicule la saveur de la papille au cerveau. Un aliment light, il est sympathique, mais on dit toujours ça n'a pas de goût. Évidemment, il n'y a pas la molécule de gras, de lipide, qui permet d'envoyer l'information sensorielle de la langue jusqu'au palais. Donc pourquoi est-ce qu'on aime ce qui est gras, les charcuteries? Parce qu'on les perçoit mieux. Gustativement, c'est beaucoup plus expressif qu'un produit qui est maigre. Voilà, c'est pour ça. Et donc le persillage de la viande est fondamental, donc viande persillée et viande très mûre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. La boucherie est devenue une pharmacie et vous avez un clan hygiéniste, et même dans les boucheries de province où je vais quelquefois, que ce soit dans la Haute-Saône, que ce soit dans la Creuse, que ce soit en Normandie, j'arrive dans un boucher de village où je me dis je vais avoir une bonne viande, et il me dit monsieur, ne prononcez pas le mot persillage ou le mot gras, les gens vont sortir. Et s'ils voient une petite trace blanche sur la côte de bœuf régent en vitrine, c'est tout juste si je ne suis pas traité d'assassin, parce que les médias l'ont expliqué, le gras c'est mauvais, c'est du cholestérol, c'est du poison, il faut manger maigre. Il faut manger maigre. Et pour compenser justement le gras, c'est le sucre qu'on a mis à la place. En fait, le sucre a remplacé le gras. Voilà. Mais restons sur les bouchers, parce que là, vous avez l'air de les accabler. Vous dites que les boucheries sont devenues des Ils pharmacies. sont victimes. Parce qu'ils ont de plus en plus de mal à résister. Bien sûr. Le concurrent, c'est évidemment la grande distribution, et puis aussi les supérettes dans les centres-villes qui vendent de la viande prédécoupée et sous enveloppe. Alors, les dogmes alimentaires qui évidemment imposent une nourriture calibrée, assainie, aseptisée, qui n'a plus de goût. De toute manière, l'industrie, par définition, elle ne peut pas produire quelque chose de goûteux. Ou alors, elle l'aromatise artificiellement, avec des arômes, des essences. Et aujourd'hui, qui remplace les saveurs naturelles. L'industrie chimique alimentaire a fait des progrès. Vous avez aujourd'hui une société à Zurich qui vous produit 5000 arômes de fraises différents artificiels. Et aujourd'hui, dans les restaurants, vous avez des petites essences, vous avez le goût de bavette, le goût de contrefilet, c'est chaque morceau de viande et chaque poisson. C'est extraordinaire, on n'a même plus besoin d'aller à la pêche. Et aujourd'hui, cette aromatisation fait qu'aujourd'hui, les gens sont complètement... ils sont intoxiqués, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à reconnaître un vrai goût d'un goût artificiel. Et ça, c'est dramatique parce qu'on ne peut pas l'empêcher. Quand quelqu'un arrive et vous dit « j'ai goûté un produit merveilleux », vous disiez tout à l'heure délicieux, ils achètent une barquette de lasagne ou une viande sous vide et des plats cuisinés. Comment voulez-vous qu'ils fassent différence avec un plat naturel puisqu'ils n'ont jamais goûté le plat naturel? Vous dites, il n'y a pas seulement la viande qui a tendance à souffrir, on va dire. La volaille, par exemple, a quasiment disparu. Enfin, la vraie volaille, la volaille de basse-cour. La volaille fermière. Alors, il y a le mot fermier, mais c'est pas toujours fermier. Il est vrai que ça s'est... Alors là, ça s'est amélioré. Ah, enfin. Il y a quand même... Non. Il y a des gens comme Jean-Pierre Coff, et Dieu sait si là j'ai un gros problème avec lui depuis sa récente évolution au service de Leader Price. Et c'est terrible parce que c'est un peu Jean Moulin qui serait passé aux Allemands. Et c'est quand même lui qui, le premier, a tapé du poing sur la table avec des formules et des incantations qui sont restées célèbres. C'est quand même lui qui a fait prendre conscience aux consommateurs à travers ses émissions de télé et qui a interpellé les pouvoirs publics et les professions pour que... Avec succès, parfois. Avec succès. Le bon pain, on lui doit en partie énormément. C'est lui qui a interpellé sur la qualité des produits. Il y a évidemment toujours moyen de redresser. Et la volaille, à un moment donné, il y a eu une période terrible, des années 60-70, tous les pains étaient dégueulasses. Il n'y en avait quasiment plus de boulangers qui faisaient de la boulangerie. Monsieur Raffarin nous a fait une loi imposant aux boulangers de faire leur pain eux-mêmes pour avoir ce titre. Et c'était du poulet de batterie. On donnait un coup de poing sur la table et le poulet s'ouvrait en 4. Il y a un retour vers des produits de qualité identifiés. Même si c'est dans une logique industrielle, il y a un progrès indéniable. On produit encore de la volaille de batterie dégueulasse, mais on l'envoie dans les pays du tiers-monde et il y a le drame de Doux qu'on entend. On s'est rendu compte que ce n'était plus rentable. Et nous avons en France des poulets label rouge qui sont des poulets, j'allais dire, pseudo-industriels, qui ont un petit peu plus de goût que les autres. On est quand même loin du compte. C'est pas la volaille fermière, c'est pas la volaille de basse-cour. Et on n'a aujourd'hui qu'un seul poulet en France qui est vraiment considéré comme un poulet de terroir. Il est le seul à avoir l'appellation d'origine contrôlée, la fameuse AOC. C'est le poulet de Bresse, mais c'est un poulet de luxe. C'est un poulet réservé à une élite et que l'on mange dans des circonstances assez exceptionnelles. Autrefois, les Français, quand ils allaient acheter un poulet, avant l'industrie, on achetait un poulet fermier, on achetait un poulet qui avait du goût. Aujourd'hui, quand vous servez un poulet à des enfants qui est un poulet fermier, ils ne peuvent pas finir l'assiette.
c'est trop fort en goût, c'est trop ferme. Ils sont habitués à quelque chose qui est quasiment prédigéré. Et Comme le mouton, ça sent trop le mouton. Alors le mouton, ça sent trop le mouton, donc on mange... Alors maintenant, c'est de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande qui est congelé, et que lorsqu'il y a une saveur trop prononcée, on est tellement peu habitué, on a tellement, j'allais dire, le palais formaté par ces goûts industriels qui sont des goûts stéréotypés, qui sont des goûts banalisés, que lorsqu'on a un produit d'origine, qui a vraiment une identité, une saveur propre, eh bien, à un moment donné, sur le palais, il y a un effet qui peut être choquant pour le consommateur, et on n'en veut plus. Vous dites, Perico Légas, et je vous citais tout à l'heure, quand on voit un champ de moutons, en fait, ce ne sont pas des moutons. Alors ça, on va faire un exercice de langue française. On sait que le chapon, c'est un coq auquel on a coupé les attributs sexuels, et évidemment, comme tous les hommes qui n'ont plus d'attributs, ils se mettent à grossir puisqu'on compense sa libido par une grande gourmandise. Le bœuf, c'est un taureau qui a été castré. Alors là, c'était parce qu'il fallait qu'il soit calme pour tirer la charrue, parce que si on attelle un taureau, ça devient problématique. Et le mouton, c'est l'agneau castré. Et évidemment qu'on disait autrefois du mouton, puisque toute la viande ovine, c'était du mouton, c'est-à-dire de l'agneau castré qui avait engraissé. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les champs, ce sont des brebis. Le papa, c'est le bélier, et le petit qui a l'agneau, qui en général va à la boucherie, puisqu'il n'est pas gardé, ou il devient bélier, ou il est mangé tout de suite. Donc le terme mouton, qui est le terme par lequel on désigne d'une façon très commune et populaire ces animaux blancs avec de la laine, ce sont plus des moutons, ce sont des brebis ou des agneaux. De même, les châteaux bordelais, alors vous dites en fait il n'y a jamais de château, quasiment jamais, c'est une escroquerie, il n'y a que des hangars. Alors, à la rigueur, ils diraient rien, ils fermeraient leur gueule, moi je dis rien, mais vous avez vu, ils ont protesté auprès de la Commission européenne qui veut autoriser... La Commission européenne qui est toujours prise à brader nos valeurs et nos patrimoines, qui veut autoriser les Américains à utiliser le mot château sur les étiquettes, je voudrais quand même qu'on balaye un peu devant notre porte et qu'on voit bien... Alors d'abord, les vrais châteaux, ils sont ignobles. Les grands châteaux bordelais connus à 1 000 € la bouteille, c'est quand même des pâtisseries du 19e siècle. C'est du Viollet-le-Duc, ça va dans tous les sens. C'est pas un château proprement dit. Et ensuite, vous avez... parlez de l'architecture. L'architecture. Vous parlez pas du vin, là. Voilà, je parle pas du vin. Voilà. Et ensuite, vous avez 80% des châteaux. C'est un pavillon Félix amélioré. On a ajouté de tourelles. Et derrière, vous avez des tuiles avec des briques. On appelle ça château et on vend ça après. Alors, il y a toujours un graphiste sur l'étiquette qui vous redessine ça en des châteaux. C'est quand même une aberration. Hein, c'est un domaine, tout simplement, mais le mot château, ça va, quoi, et ça permet de vendre le vin très cher. Alors, il n'y a pas que les produits de nos terroirs qui ne méritent plus souvent l'appellation qu'on continue de leur donner. Vous faites remarquer que le sashimi, par exemple, qui est à base, c'est cette nourriture japonaise à base de poisson cru, c'est ce qu'il y a de plus cher, hein, et on est prêt à payer des sommes absolument faramineuses pour un thon rouge. Le vrai sashimi. Le vrai sashimi au Japon, c'est les restaurants les plus chers. Le sashimi et le sushi au Japon, c'est l'équivalent d'une bijouterie de la place Vendôme. C'est réservé à une élite qui va dépenser une fortune puisque c'est un poisson quasiment vivant. Et aujourd'hui, ce que l'on sert, les Chinois sont devenus japonais. Alors à Paris, c'est formidable. C'est les Pakistanais qui sont en cuisine, le patron est chinois et la cuisine est japonaise parce qu'ils se sont reconvertis dans cette cuisine. Ce qu'on mange en France, c'est du poisson congelé. Il est sain, hein, sauf s'il y a un souci. Il est sain toutefois, le préparateur n'a pas toujours les mains propres, et là c'est un véritable bouillon de culture. Donc on se jette dessus, vous savez, ces petites brochettes, les yakitori, et puis les petits sushis minutes à des tarifs tout à fait compétitifs, hein, 8, 9, 10, 11 euros. Ne nous leurrons pas, hein, derrière il y a une grande esbrouffe quand même. Même chose pour le saumon, mais pour ainsi dire, pratiquement tous les poissons. Aucun n'échappe à votre vigilance. L'aquaculture, aujourd'hui, c'est l'équivalent de la malbouffe pour les poissons. Alors, c'est la malbouffe pour les poissons. C'est l'équivalent du poulet de batterie des années 70-80 transposé au niveau du poisson parce qu'on a de plus en plus de mal à trouver du poisson sauvage. Il faut aller de plus en plus loin. La ressource naturelle se raréfie. Pour la simple raison, et ça c'est vraiment le serpent qui mord la queue, c'est une des aberrations du néolibéralisme alimentaire de notre époque moderne. Pour produire 1 kilo de poissons d'élevage, aujourd'hui les poissons d'élevage c'est le bar, la dorade, le turbo et le saumon qui fut le premier poisson d'élevage dans les fjords norvégiens, et avec lequel on inonde aujourd'hui le marché français. Autrefois, le saumon, il a une histoire extraordinaire, ce saumon, parce qu'au 19e siècle, il suffit de tremper la main dans la Loire ou dans la Seine il y en avait partout. À tel point que les premières grèves syndicales, les premières revendications ouvrières du 19e siècle, c'était pas de saumon tous les jours, juste 3 fois par semaine. C'était pas salarial, c'était on en avait marre du saumon. Oui, parce que tous les employés, on leur donnait du saumon à manger. Ben évidemment, ça poussait comme du chien, c'était comme du riz. Alors il y a eu protestation salariale sur le fait de ne pas avoir de saumon, qui du coup, parce qu'il a été surpêché, s'est raréfié, est devenu ce produit de luxe parce que les co-russes avaient appris à en faire un produit élitiste. Et aujourd'hui, on a le retour du saumon parce qu'on l'élève de façon industrielle dans des usines aquatiques qu'on appelle les fermes aquacoles. Et ben pour produire 1 kilo de turbo, de saumon sauvage et de bar sauvage, il faut sacrifier 7 kilos de poissons naturels sauvages dans les mers. Alors il
y a des pays spécialisés, la Corée, la Russie, la Norvège, le Pérou. En fait, ils ramassent tout ce qui Alors, traîne. on au envoie fond de véritables bateaux-usines. Hein. C'est grand comme la moitié de la Tour Eiffel. Ça reste sur place. Ça ramasse tout avec des filets qui font 4 km de profondeur sur 15 ou 30 de large. On ramasse mais alors vraiment tout. Si c'est un dauphin, une baleine qui passe là-dedans, c'est ramassé, c'est broyé sur le bateau, transformé en farine, amené sur le continent, et on nourrit avec ça le poisson. C'est-à-dire qu'on tue le vrai pour faire du faux. Moi, je trouve que c'est totalement symptomatique de notre civilisation. On sacrifie ce qui est beau et authentique pour produire de l'artificiel. C'est quand même un message génial. Tadim ta, taka tadim ta, taka diku tadim ta, taku diku ta, tadim ta, taka tadim ta, taka diku tadim ta, taku diku ta. Le tête-à-tête, Frédéric Tadei, Perico Légas. Dinaku dinaku tei, dinaku dinaku ta, taka dinaku dinaku tei, taka dinaku dinaku ta, danaku danaku. Perico Légas, il n'y a pas que la malbouffe à laquelle vous vous attaquez, il y a aussi à la cuisine contemporaine, à la nouvelle cuisine, à la cuisine qui est célébrée par tous les guides, ceux qu'on considère comme les meilleurs cuisiniers français, mais aussi dans le monde, ne trouvent absolument pas grâce à vos yeux. Qu'est-ce que vous reprochez à la nouvelle cuisine ? Il y a eu deux problèmes. Il y a eu un phénomène sociologique normal qui était, dans les années 70, les cuisiniers étaient des salariés qui étaient confinés dans leur cuisine et la vedette, c'était un peu le restaurateur. Et c'était les gens de la salle. À part Raymond Oliver. À part Raymond Oliver qui était à la télévision. Et sont arrivés nos deux compères extrêmement importants dans l'histoire de la critique gastronomique, Henri Higo et Christian Millot, qui ont dit de façon tout à fait légitime aux cuisiniers, c'est vous les vrais artistes, c'est vous les héros du repas. Sortez de vos cuisines, installez-vous à votre compte si vous le pouvez, existez et devenez des gens qui existaient en exprimant votre passion. Voilà. Ils ont surtout encouragé à innover, à inventer, à dépoussiérer la Et cuisine. il fallait sortir du dôme escoffien. C'était un peu mai 68. Il n'y avait qu'une Bible, c'était l'Escoffier. On ne sortait pas des glaçages, des fonds de Rappelez ce sauce. que c'est que Escoffier. Escoffier est un le grand, premier. un immense cuisinier de la fin du 19e siècle qui était cuisinier dans les grands palaces européens et qui, le premier, vraiment a codifié dans un livre de cuisine toutes les recettes qui existaient. Il est l'héritier de gens comme Carême et de Brillat-Savarin, mais c'est lui qui, à l'époque moderne, a réuni dans des ouvrages toutes les recettes dont les restaurateurs s'inspiraient, les cuisiniers, pour faire de la cuisine gastronomique. Évidemment, c'était une forme de cuisine qui était attachée à des pratiques qui étaient anciennes. On aimait le gras, la lourdeur, l'opulence. C'était une cuisine quantitative, même s'il y avait des plats qui étaient absolument géniaux, des plats d'apparat, que je regrette aujourd'hui, puisqu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Ça serait bien qu'on revienne un petit peu au canard à l'orange et à des plats Et de au ce poulet genre. maringot. Et donc, on a allégé, parce que la diététique est arrivée à ce moment-là. Il fallait alléger. Le gras, c'était pas bien. Les fonds de sauce, c'était pas bien. Et on a modernisé. On a fait le mai 68 de la cuisine. Mais on sait que C'était en 73 d'ailleurs. C'est- La ben- fameuse couverture Vive la nouvelle cuisine d'Hugo Emilio, c'est 73. C'est 73, 72, 73. On est vraiment dans la continuité de 68 au niveau culinaire, au niveau gastronomique. Et là, Goemio encourage toute une génération de jeunes chefs à devenir des stars, à l'instar de Paul Bocuse, qui paradoxalement, lui, est resté un cuisinier très classique, mais il était devenu une vedette. Et donc, il y a ce besoin de reconnaissance médiatique, ce vedettariat qui s'est emparé de l'élite de la cuisine française, au point qu'aujourd'hui, on ne cuisine plus pour faire de la gastronomie, on cuisine pour faire de la communication. C'est-à-dire que vous avez des restaurants qui ouvrent et qui mettent des recettes en place ou des formes de restauration en place. Alors vous savez ce que c'est. C'est un décor formidable, un type de couvert, un style, du style. On est dans un restaurant musée pour être sûr d'attirer l'attention des médias, d'avoir des bonnes notes, d'avoir des reportages et d'attirer la télévision. On se fout de savoir ce qu'il y a dans l'assiette, qui est devenu un simple détail. Ça, c'est un premier travers. Le deuxième problème, qui est beaucoup plus récent, et ce sont des gens très malins, j'allais dire, l'agroalimentaire, c'est dit l'industrie agroalimentaire qui fait de la malbouffe, elle me dit, il faut quand même que moi je puisse continuer à promouvoir mes produits à travers des cuisiniers qui auront du renom et qui diront que ce que je fais est bon. Et il y a eu un projet qui a été mis en place par les institutions européennes, qui est le projet Unicone, qui prévoit tout simplement ce que nous sommes en train d'expliquer depuis un moment, Frédéric, que les paysans vont disparaître, que lorsqu'il n'y aura plus de paysans pour produire des produits gastronomiques, il faudra quand même continuer à faire des restaurants avec des étoiles Michelin. Eh bien, l'industrie agroalimentaire de pointe, alors la petite technologie, là, est en train de mettre au point une alimentation à base de produits moléculaires, c'est-à-dire reconstitués ou j'allais dire générés de façon artificielle
et totalement chimiques à partir de saveurs naturelles qui deviennent artificielles, qui permettent à des grands cuisiniers aujourd'hui de faire de la cuisine dite moléculaire avec l'aide de grands chimistes comme Hervé Thies, qui est un grand chimiste. Je lui en veux beaucoup parce qu'il, pour moi, il dévoie la jeunesse. On a envie de lui faire boire la ciguë parce qu'il transforme les cuisiniers en chimistes. Mais malgré tout, c'est une réalité, c'est une science qui existe. Et ces cuisiniers-là, aujourd'hui, qui sont à la pointe de la modernité, ont évidemment fasciné les prescripteurs médiatiques. Les guides Gomillot et Michelin sont fascinés par ces gens qui arrivent avec des éprouvettes, qui font des poudres, des mousses. Mais Michelin, c'était pas tout à fait le cas au départ. Michelin, c'était le classicisme face à Goemillot qui était plus moderniste. Je parle des années 70-80 à ce moment-là. Et ils en ont souffert. Parce qu'évidemment... Vous parlez de Michelin ou de Goemillot? Mais Michelin, il y a eu, et Alain Finkielkraut dénoncerait ça bien, ce progrès obligatoire, cette modernité systématique qui fait que Michelin, qui était un peu les défenseurs, j'allais dire plutôt du dogme escoffien, s'est fait montrer du doigt en disant c'est un guide ringard, c'est un guide vieillot, il arrive toujours après la bataille. Eh bien, ils ont décidé à Clermont-Ferrand, ils ont engagé des stratèges et des communicants, qui a dit au lieu d'être à la traîne, on va être les précurseurs des phénomènes culinaires. Et ils ont commencé à distribuer des 3 étoiles à des gens comme Ferran Adrià, le célèbre restaurateur catalan qui est à Rossas, au restaurant El Bouli, qui a fermé. Été pendant 7 années considéré comme le meilleur restaurateur. Mais vous vous rendez compte, avec des titres de meilleur cuisinier du monde. Ensuite, il y en avait un qui s'appelait Stone Blumenthal en Angleterre. Maintenant, c'est un Danois qui s'appelle Redzepi, qui est au restaurant Noma à Copenhague. Maintenant, c'est en Finlande que c'est en train de se passer. Surtout pas en France. Hein. Nous, on est morts, c'est fini, on est un pays ringard, on est à la traîne, la cuisine française est morte, il n'y a plus de cuisiniers. Tout se passe ailleurs de chez nous, et ce sont des journalistes français qui encouragent cette tendance. Eh bien, cette industrie agroalimentaire, elle a voulu promouvoir cette cuisine moderne et chimique. C'est dramatique, parce que la cuisine, ce n'est pas ça. La cuisine, c'est la mise en valeur de façon sociale et conviviale d'un produit provenant de la nature, de la terre, du ciel ou de la mer, mise en valeur par un cuisinier parce qu'on veut mettre en valeur la qualité du produit. Et là, quand je vois que pendant des siècles, je vous parlais des moines tout à l'heure, on a mis au point des systèmes d'élevage et de culture pour avoir des légumes, une carotte, une tomate, un poireau avec une saveur extraordinaire. L'INRAE a participé, un agneau, un poulet de Bresse, un homard, un veau de la vache normande. Et vous avez un mec qui arrive, il y a 4 siècles de culture agricole dans le produit, et le mec, 3 coups de broyeur en 3 secondes, il vous réduit à néant 4 siècles de culture. C'est insupportable, et vous avez ensuite une paille et une mousse. Le dernier plat, on sniffe la poudre de tomate. Vous avez un petit ticket de métro et vous respirez ça le repas. Mais la tomate, elle a plus de goût de toute façon. Alors, autant la sniffer, non? Après tout, oui, on pourrait se la foutre en intraveineuse puisque le dernier cru de Ferran Adrià, c'était un ballon qu'il perçait et on percevait l'arôme qui était dans le ballon et c'était l'entrée. Vous voyez, en plus c'est diététique, on considère. Mais au-delà de la cuisine moléculaire, là, parce qu'après tout, elle n'est pas non plus partout, la cuisine moléculaire, Perico Légas. Je veux dire, elle n'est pas dans tous les restaurants. Elle n'est pas partout, mais les jeunes, moi je passe ma vie, je fais 100 000 km sur les routes de France à chercher encore des petites auberges, des bistrots de campagne. Il y en a, mais il n'y en a pas autant que je voudrais. Mais même quand je tombe dans ces petits bistrots de campagne avec des jeunes cuisiniers passionnés qui ont 25, 28 ans, j'arrive et j'ai une rangée d'éprouvettes comme une flûte de Pan avec des bouts de trucs qui sortent et des fumées et des vapeurs. Je suis quand même consterné. Quoi. Mais dans toute la nouvelle, on va dire, cuisine contemporaine, pour faire simple, on fragmente le menu. Déjà, c'est devenu. Il y a une espèce de. Ça, c'est terrible. Un produit, il doit arriver dans son intégrité sur l'assiette. Un pigeon, un perdreau, même un steak, même une bavette ou un merlan, on aime bien le voir entier, se le faire préparer ou se le préparer soi-même. Et là, aujourd'hui, l'assiette, c'est une mosaïque. Vous savez, c'est une civilisation du moindre effort et de l'immédiateté. Donc, tout est déjà pré-tranché, tout est déjà compartimenté, en petite quantité, il y a juste qu'à ingurgiter. Je pense que la prochaine nouvelle cuisine, ça sera du mâché. C'est-à-dire qu'on aura quelque chose qui sera déjà digéré, on pourra rester 10 minutes à table, il n'y aura plus qu'à l'évacuer. Je suis désolé d'en venir à cette comparaison-là, mais ça sera déjà fait. Or, la gastronomie, c'est en même temps aussi d'utiliser son organisme et sa physionomie. Non, on ne découpe plus devant les clients. Ça fait longtemps. Alors là, c'est parce que, suite du phénomène Gomillot, on a fait monter les cuisiniers en premier rang. Du coup, les gens de salle, les maîtres d'hôtel et les serveurs sont devenus qui des porteurs d'assiettes, qui des preneurs de commandes. Et ensuite, ils dégagent. Le héros, c'est le cuisinier. Oui, c'est le service à l'assiette. Voilà. On vous apporte vos assiettes. Et là, on a une alimentation. Le premier stade, nous l'avons évoqué, c'est le sucré qui abétit la sensorialité de l'homme. Et ensuite, pas de mastication, c'est-à-dire que bientôt la dent ne servira plus à rien. Puisqu'on mange aujourd'hui des choses qui sont des gélatines, des poudres, des mousses. Aujourd'hui, la gastronomie la plus reconnue par le guide Michelin, c'est celle qui se suce, se lèche et s'aspire. On ne mastique plus, on ne mâche plus, on ne croque plus. On est dans le mou doux.
le moudou sucré. C'est terrible. Et j'allais vous dire, il n'y a pas que dans la cuisine où on fait du moudou. On fait du moudou aussi en politique. Et même quelquefois au sommet de certains États, il y a des moudous qui dirigent des pays. En plus, dans les plats, il y a de moins en moins quand même à manger. C'est quoi? C'est la diète, là? Alors ça, c'est le phénomène diététique, ce même phénomène diététique hygiénique qui a dit pas de gras dans la viande, pas trop de ceci, pas trop de cela. On a réduit les rations. Ça, c'est un point important parce que nous mangerons trop par rapport à nos besoins alimentaires. Et on sait aujourd'hui que 85% des maladies graves sont dues à une alimentation dans laquelle on a introduit trop de chimie, trop de pesticides, trop de conservateurs, trop d'éléments, trop d'intrants technologiques et une quantité calorifique beaucoup trop forte, notamment le sucre, alors qu'on devrait manger des légumes. Il faut réduire aujourd'hui notre alimentation de façon quantitative. Là, il y a un vrai problème, sauf quand on a envie de faire un petit excès. Mais par contre, donner à cette alimentation réduite en quantité plus de saveur, plus d'origine, plus d'histoire. De toute façon, ce que le produit nous raconte dans l'assiette, d'où il vient et ce qu'il est devenu. Perico Légas, pour vous, la France est toujours le pays qui génère ou qui forme, parce qu'ils ne sont pas tous nés ici, les grands cuisiniers français, mais ils n'ont pas besoin d'être nés ici. L'important pour vous, c'est qu'ils cuisinent les aliments qui viennent de France, qui sont nés sur ce sol que vous pensez béni des dieux. Nous sommes un pays universel et l'esprit de la Révolution française, cet universalisme français, continue à souffler sur la cuisine française. C'est-à-dire que la cuisine française, c'est une façon de se nourrir, c'est une façon de découvrir son environnement, c'est une façon de mettre ses terroirs en valeur. Des terroirs et des belles géographies, même si en France elles sont très concentrées et nombreuses, il y en a partout. Et il y a une capacité gastronomique dans tous les terroirs du monde, et il y a des terroirs partout dans le monde. Aujourd'hui, la France reste le grand vivier, parce qu'il y a quand même une tradition d'enseignement, une tradition de formation qui est en train de se restreindre. On en a de moins en moins, et les cuisiniers français aujourd'hui ont tendance à faire une cuisine mondialisée. Il n'empêche, nous restons un vivier avec un patrimoine culturel et un patrimoine éducatif très fort en termes, parce que nous avons encore des maîtres qui sont là et des grands noms, et nous avons tous les cuisiniers étrangers qui, de ce fait, viennent en France s'imprégner. Les grands cuisiniers étrangers au Japon, vous savez, on dit ça y est, Tokyo est devenue la capitale mondiale de la gastronomie puisqu'elle a plus d'étoiles que Paris. C'est normal, elle a 30 millions d'habitants et elle a 4 fois plus de restaurants. Et beaucoup ont été formés ici. Et beaucoup ont été formés. Et mon drame aujourd'hui, quand je veux manger français, vous allez dire que je caricature, quand je veux vraiment manger français, je vais dans un restaurant tenu par un cuisinier japonais en France. Voilà, eux, vous savez, c'est des copieurs formidables. Eux, ce sont des gens qui ont 4000 ans de civilisation. Ils savent ce qu'est un patrimoine, ils respectent les traditions, ils savent ce qu'est un trésor vivant. Et quand ils sont devant nos produits, quand ils voient nos campagnes, quand ils voient nos agriculteurs, nos paysans, les richesses que l'on a, ils sont totalement admiratifs, qui ont justement un pays qui est confronté à une urbanisation qui réduit les campagnes. Quand ils voient cette culture, cette sensualité française, cet esprit de gourmandise que nous avons en France, ils s'en imprègnent et ils viennent le perpétuer. Comme moi, j'ai fait venir de mon Pays Basque pour aider la France à sauver son patrimoine alimentaire, eux, ils viennent pour dire « Mais non !» Perpétuer, vous n'imaginez pas la chance que vous avez, vous Français, d'avoir cette tradition culinaire, cette culture alimentaire. Nous, au Japon, c'est une cuisine formidable. J'ai toujours dit, si je devais me retirer dans une île et qu'on me disait, une méchante fille me disait, tu n'auras plus qu'une nourriture jusqu'à la fin de tes jours, c'est la nourriture japonaise que je Ce ne serait pas prendrais. la nourriture chinoise, pourtant, qui a la réputation d'être beaucoup plus riche, plus variée, plus inventive. Elle est lassante. À un moment donné. Alors que le japonais, c'est le minimalisme. J'aurais toujours la faculté de sucer mon caillou ou de manger ma branche de palmier d'une façon minimaliste. C'est une image, mais c'est la pureté du produit qui est importante dans sa vérité. Et les Japonais sont aujourd'hui des préservateurs et des conservateurs de la cuisine française. J'aimerais bien que beaucoup de cuisiniers français s'imprègnent de cet état d'esprit japonais pour sauver ce qui reste de la cuisine française. Alors pour sauver justement ce qui reste de la cuisine française, pour sauver ce patrimoine, Perico Légas, qu'est-ce que vous conseilleriez au gouvernement de faire? Il faudrait faire quoi? Valoriser les produits de la terre? Sauver nos paysans. Oui. Aujourd'hui, alors il y a un problème, c'est que le paysan, par définition, qui a souvent été la grande victime dans l'histoire des potentats de la féodalité, est devenu un être méfiant, qui s'est toujours fait avoir et qui donc a eu un phénomène un petit peu de rejet de la modernité. Donc il passe pour quelqu'un de conservateur, d'archaïque et de rétrograde. Et la gauche a toujours eu une méfiance envers les paysans. Le drame de l'Union soviétique, c'est que Lénine et Staline écrasent la classe paysanne et les socialistes révolutionnaires se font tirer au canon dans les rues de Pétrograd. On a aujourd'hui une rupture culturelle entre les forces du progrès en France et la société paysanne. Ce qui fait que les paysans qui représentaient encore 45% de la population en 1950 sont plus qu'à 2,7. C'est ce que je dis d'ailleurs aux gens de la FNSEA. J'ai dit la CGT a mis moins de temps de se débarrasser de la classe ouvrière que vous, de la classe que vous représentiez. Il y a plus que
2,7% de paysans, c'est formidable. Donc, priorité pour le gouvernement, Ensuite, repeupler nos campagnes, re-ruraliser. il faut aussi promouvoir la dégustation. Il faut réapprendre à tout le monde à manger. C'est possible. Ça ira ensemble, ça ira ensemble. Donc, des écoles du goût où on réapprend à notre jeunesse. Il y a à votre se réapproprier. université du goût. Vous en avez créé une à la suite de du goût Michel avec, Onfray. avec Michel Onfray. Et on fait ça de façon à ce que le peuple se réapproprie le goût des choses. Il n'y a pas de hiérarchie. Que l'école réapprenne à nos enfants à manger. Que l'on refasse des paysans. C'est-à-dire qu'on repromeuve, non pas avec la PAC, une agriculture industrielle. Les Allemands sont très malins. Eux, ils ont préservé ce qui fait la force de leur économie. L'industrie, la petite technologie de pointe. Ça, en France, c'était l'agriculture de terroir traditionnelle qui peut être très efficace, qui peut être productiviste, qui peut être économiquement rentable. Et on a remplacé le concept de l'économie paysanne structurée au niveau familial en grand lobby. Ça vient, c'est terrible ce que je vais dire, parce que cette façon d'avoir industrialisé l'agriculture française vient du plan vert d'Hitler. Si l'Allemagne avait gagné la guerre, la France, on le savait, devait devenir à la fois le garde-manger et le grenier de la France. Et de l'Allemagne. De l'Allemagne, enfin de la France occupée par l'Allemagne et de l'Europe de l'Europe allemande. Et il était prévu que les régions françaises soient chacune destinées avec des grands trusts à une production agricole précise. C'était assez génial. Et quand les refondateurs du syndicalisme français, inspirés de ce qu'ils avaient vu aux États-Unis, avec ces grandes surfaces agricoles qui sont destinées à une seule production, se sont dit, mais c'est génial, on va appliquer ce principe à l'agriculture française. Ils ont oublié, pour produire plus et mieux, ils ont oublié qu'ils allaient totalement éliminer, éradiquer toute une sociologie française qui est la sociologie des campagnes. Le paysan préserve nos paysages, il préserve l'âme de la France, il préserve l'esthétique de la France, il préserve une façon de cultiver la terre, il préserve une façon de s'alimenter, il préserve une façon de transmettre ce patrimoine merveilleux. Il reste une chose, c'est le commerce de proximité. Il faut des triperies, il faut des boucheries, il faut des poissonneries. Il faut rétablir, évidemment. Alors, pour ça, il faut qu'il y ait des paysans qui envoient ces produits. Il y a le commerce de proximité qui est là pour permettre à chacun d'aller en bas de chez soi, trouver un aliment qui tienne la route. On n'est pas condamné à la grande distribution. Alors, le drame, c'est qu'on avait vous savez, quand les épiciers arabes sont arrivés, on s'est dit, ça y est, on est arrivé. Mais c'était formidable, finalement. C'était eux, le commerce de proximité. Et aujourd'hui, ils sont en train de crever parce que M. Jacques Attali, dans son rapport, a suggéré au gouvernement qu'on laisse les grandes surfaces se réintroduire ce qu'on appelle les cœurs de ville. Donc vous avez des grosses épiceries qui sont marquées Carrefour, Market, Auchan, des supérettes, et qui tuent le petit commerce de proximité tel qu'il est. Donc on continue, là dans des villes, dans des bourgades de province où il restait un boucher, un charcutier, un fromager, eh bien ces commerces-là ferment parce que la grande distribution a le droit de s'installer dans les cœurs de ville. À la fin, Perico Légas, dans ce monde idéal que vous aimeriez retrouver, les restaurateurs auraient tous des ardoises sur lesquelles ils écriraient le menu du jour, qui serait forcément frais, mais j'allais vous dire, ils ont tous déjà des ardoises. Ils ont des ardoises sur lesquelles ils mettent le nom des produits en plastique qu'ils ont découpés le matin avec leur paire de ciseaux. La restauration demain, ça sera quoi, Frédéric ? Ça sera des produits de saison qui viendront de pas très loin, donc de la proximité, de l'identité, une cuisine à visage humain faite par des gens qui sont autour de nous et qu'on aime. Merci Perico Légas d'avoir été mon invité sur France Culture. Votre livre, c'est le Dictionnaire impertinent de la gastronomie qui vient de paraître chez François Bourin, éditeur. C'était le Tête-à-Tête, une émission préparée par Sandrine Tadei et réalisée par Anne-Pascale Desvignes. À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle. Dans quelques instants, le journal de 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Carole Bouquet. Tadim ta taka tadim ta taka diku tadim ta taku diku ta tadim ta taka tadim ta taka diku tadim ta taku diku ta dinaku ta dinaku tei dinaku ta taka dinaku tei taka dinaku ta danaku tei dinaku tei taka kajun taka kajun ta tarigida taka kajun taka kajun ta tarigida taka kajun ta tarigida taka kajun ta tarigida
ta dinna kuta danang kuta ditta dindata dinna kuta drum 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 kuta dinna kuta taka dana kutei dinna kuta taka dana kutei dinna dinna dana dinna din dana din tom ta kujun tom ta kujun plom plom tom dim tanaka junu tom tom dakajun dim tadi dakajunu tom tom dakajun dim tataka junu tom tom dakajun dim takita junu tom tom dakajun dim tataka junu tom tom dakajun dim tataka junu tom tom dakajun takita 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 ta taka takita taka takita taka takita taka takita taka takita taka takita taka ta